Bonjour et bienvenue sur cette présentation de notre PSE, conception d'une interface cerveau-machine. Vous devez vous demander, qu'est-ce qu'une interface cerveau-machine? Eh bien, il s'agit de connecter un individu à un ordinateur via des électrodes posées sur son scalp. Si vous regardez plus précisément la photo, vous pouvez voir les électrodes sur le casque, l'amplificateur à l'arrière et une électrode de référence sur l'oreille. Le sujet communique avec l'ordinateur via l'écran. Nous, on a proposé 2 tâches au sujet. Concentre-toi sur ta main droite ou concentre-toi sur ta main gauche. Quand on dit concentre-toi, ça veut dire par exemple ressens la température à la surface de ta main. En fait, chaque sujet pouvait mettre la stratégie qu'il voulait en place. Comme on ne savait pas trop par où commencer, on a posé les électrodes homogènement sur le scalp. C'est la figure que vous voyez à l'écran. Les cercles violets, c'est là où il y avait une électrode. Puis, on a enregistré. Le signal brut, c'est ça. Vous pouvez voir une grosse dérive de la ligne de base, qui est due aux variations physiologiques de stress, de l'excitation au cours de l'expérience, mais aussi à l'amplification et au filtrage qui ramène une grosse porteuse basse fréquence. Pour analyser ça, on a regardé la densité spectrale de puissance. Et on a commencé à se demander s'il n'y avait pas des fréquences qui nous permettaient de discriminer au mieux les 2 états. Pour répondre à cette question, mais aussi à celle de la disposition cérébrale des zones intéressantes, on a utilisé le machine learning. On a rentré nos données dans une matrice comme ça. Chaque colonne, c'est la valeur que prend un prédicteur. Un prédicteur, c'est une composante fréquentielle du signal d'une électrode. Enfin, à chaque fois que le sujet exécute la tâche, on note une étiquette. S'il est en train de se concentrer sur sa main droite, on note droite. Ensuite, on a rentré ces données dans des algorithmes de classification. Les données avec les étiquettes, plus un classificateur, ça nous donne un modèle de prédiction. Et en comparant les prédictions de ce modèle à nos étiquettes, on peut donner un score. Ensuite, on a classé nos modèles en fonction du score. Et grâce à ça, on a pu remonter au meilleur classificateur et surtout au meilleur prédicteur. Et rappelez-vous, un prédicteur, c'est une zone cérébrale et une fréquence. Donc on avait notre information fréquentielle et de localisation. Notre premier résultat, c'est que les meilleurs classificateurs sont linéaires. Le second, c'est que les zones cérébrales intéressantes sont celles recouvertes de cercles rouges. Ça nous a beaucoup plu parce que c'est un résultat de la littérature. Et enfin, le dernier, c'est que la zone fréquentielle qui nous intéresse, elle est située autour de 15 Hz. Encore une fois, c'était un résultat disponible dans la littérature, donc ça a validé nos conditions expérimentales. On a alors décidé de créer un jeu pour tester notre approche des machine learning. Notre jeu utilisait les données enregistrées pour les sujets pendant notre première expérience pour entraîner nos meilleurs classificateurs et choisir les plus adaptés. On crée ainsi une fonction de prédiction qu'on pouvait utiliser dans notre jeu. Le but de notre jeu est que les sujets arrivent à bien placer la barre verte en dessous du carreau rouge qui tombe. Pour déplacer la barre, les sujets doivent employer la même stratégie que pendant la phase d'initialisation. Si la barre est en dessous du carreau, les sujets marquent un point. Malheureusement, on a trouvé que notre jeu ne marchait pas comme on voulait. Pas de prédicteur et pas d'exemple d'entraînement. On tombe du coup dans une situation de overfitting où notre algorithme de machine learning classifie toutes les données d'entraînement, mais il y a du mal à classifier de nouvelles données. Nous nous sommes aussi rendus compte que notre borne fréquentielle était encore trop large et il fallait l'affiner encore plus. Finalement, l'analyse en composant principal qu'on avait utilisée pour entraîner les classificateurs n'était pas adaptée. La PCA est un algorithme non supervisé de réduction des dimensions et il nous fallait plutôt utiliser un algorithme supervisé comme les Orthogonal Forward Regression. On a donc employé une nouvelle stratégie sans passer par les algorithmes de classification. On regarde simplement les ratios de la densité spectrale de puissance entre 13 et 15 Hz de la partie droite et gauche du cerveau. Théoriquement, quand les sujets se concentrent sur sa main droite, on a une inhibition à gauche du cerveau, donc notre ratio augmente. Quand les sujets se concentrent sur sa main gauche, c'est l'inverse et les ratios diminuent. Cette fois-ci, les sujets doivent essayer de déplacer la barre dans la direction indiquée par la commande en haut. Il reçoit aussi un feedback représenté par les nombres qui correspond au rapport entre son ratio actuel et son ratio de base enregistré au début de l'expérience. Du coup, il doit essayer de faire monter les nombres pour la commande droite et les faire descendre pour la commande gauche. Résultat de cette dernière expérience pour un sujet. On regarde la valeur de son ratio sur son ratio de base qui a été enregistré pendant les 30 premières secondes de l'expérience. Les lignes bleues représentent une commande donnée à gauche et les rouges une commande donnée à droite.
Pour pouvoir comparer les données de tous les sujets, on réalise une normalisation. Dans chaque intervalle à gauche, on enlève sa moyenne et on divise par son écart type. Dans l'intervalle à droite, on applique la même normalisation avec les paramètres de l'intervalle à gauche immédiatement avant. On s'attend à obtenir une distribution normale centrée réduite pour les intervalles à gauche et une distribution normale des moyennes plus grandes que 0 pour les intervalles à droite. En effet, c'est ce qu'on obtient. Mais comment on peut quantifier statistiquement la différence entre la moyenne à droite et la moyenne à gauche? Il faut faire attention à comment les données sont obtenues et se souvenir que dans une expérience EEG, les données ne sont pas indépendantes. On a alors utilisé un test de permutation pour analyser les données. On suppose que si on n'avait pas de différence entre les deux états à droite et à gauche, on pourrait échanger les étiquettes des données sans trop perturber la différence entre la moyenne à droite et la moyenne à gauche. On effectue la permutation plusieurs fois, 10 000 fois dans notre cas, et on regarde quelle est la distribution qu'on obtient. Finalement, on peut construire l'histogramme de toutes nos permutations et vérifier où se trouve notre vraie mesure. On obtient une distribution qui ressemble à une gaussienne et on peut calculer notre p-valeur. On la trouve égale à 0,09, ce qui n'est pas considéré significatif classiquement pour la statistique, mais on observe quand même une tendance à dire qu'on a deux états différents. À ce stade, on peut tirer un bilan. On a rempli un objectif, puisqu'on a réussi à distinguer les deux états. Cependant, on ne s'est pas demandé quelle était l'importance de la formulation de la commande donnée au sujet. On aurait pu aussi utiliser le machine learning pour classifier nos données de la dernière expérience quand on s'est intéressé aux marqueurs biologiques ratio. Et enfin, on n'a pas enlevé les sujets illettrés. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet illettré? En électroencéphalographie, selon l'épaisseur de ton scalp, comment tu gères le stress et surtout tes capacités de contrôle cognitif, tu peux très bien être un sujet illettré. Mais rien d'anormal, c'est le cas de 30% de la population. Et nous, on n'a pas enlevé ces 30% de nos sujets, ce qui fait descendre notre taux de discrimination finalement. Il y a un autre objectif que l'on n'a pas rempli, c'est d'arriver à jouer avec ces différences et ce mécanisme. En fait, notre taux de réussite était trop bas pour que le sujet ait l'impression que ça marche. Pour augmenter ce taux, il aurait fallu revenir au machine learning, et pour ça, il aurait fallu utiliser l'orthogonal forward regression, dont on a parlé tout à l'heure, et surtout, peut-être envisager de faire un peu plus de feature engineering. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est étudier avec des outils plus techniques les prédicteurs pour être sûr de ne pas overfitter et sélectionner les mauvais. Enfin, on aurait pu faire du transfer learning, c'est-à-dire entraîner les dernières couches d'un réseau de neurones déjà totalement formées aux données EEG. Enfin, on aimerait terminer cette présentation par quelques remerciements, en particulier à l'équipe Interface Cerveau-Machine du laboratoire de plasticité du cerveau et à tous nos camarades qui ont participé. Merci à tous!